En manchette ce soir, François Legault, ministre responsable de la région. Cette possibilité fait réagir. Il n'est pas capable de faire premier ministre, comment tu veux qu'il fasse ministre? Je serais bien contente en autant qu'il s'occupe de notre région. Cri du cœur d'un entrepreneur de Rivière-Éva. Et décès à Rouyn-Noranda, le BEI ouvre une enquête. Bon début de soirée, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA 18h. On débute le bulletin en politique provinciale. À l'aube du remaniement ministériel de mercredi, plusieurs rumeurs circulent quant au fait que le premier ministre François Legault pourrait devenir le ministre responsable de la région. Ce scénario divise. Un reportage de Roxane Caillouette. Les chances que François Legault devienne le prochain ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue semblent de plus en plus probables si on se fie à ce qui est avancé par plusieurs médias nationaux. Chez la population, cette possibilité est reçue de façon mitigée. Moi, je serais bien contente en autant qu'il s'occupe de notre région. Parce que personne ne veut rien savoir de notre région, puis on a beaucoup besoin d'aide. Il n'y a pas d'affaires ici. Il y a assez d'ouvrages de même sans qu'ils viennent ici. Là. Le ministre, il n'est pas capable de faire premier ministre, comment tu veux qu'il fasse ministre? Les deux en même temps, là, ça ne marchera pas. On va être encore plus reculé. Bien, je me dis, il y a deux côtés. Je me dis, peut-être ça va être mieux. C'est pas à cause des problèmes de député qui s'est fait sortir, là. Je me dis, c'est peut-être mieux. En tout cas, on va voir. La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, est perplexe. Ça me laisse plus de questions que de réponses. D'abord, avec un agenda aussi chargé que celui d'un premier ministre, quel serait le temps qu'il aurait à accorder à la région de l'Abitibi-Témiscamingue? Quelles seraient les relations qu'il entretiendrait avec les élus locaux? De quelle façon on pourrait travailler de façon de proximité avec un premier ministre aussi occupé? Même son de cloche pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, Stéphane Brown. Je crois que tout le monde est un petit peu surpris. Encore une fois, là, on voit que la CAQ improvise sur à peu près n'importe quoi. On verra si la rumeur se confirme ou pas. C'est certain que M. Legault, qui est à la tête du gouvernement, je ne sais pas s'il connaît le dossier, on ne sait pas s'il pourrait faire quoi que ce soit là, de plus, mais c'est sûr qu'en étant à la tête du gouvernement, il y a peut-être un petit peu plus de pouvoir. Et puis, peut-être que la CAQ se cherche des votes pour les prochaines élections, donc c'est peut-être leur stratégie. Il y a des inquiétudes quant à l'avancée de dossiers prioritaires et d'enjeux touchant la région. On a les pires routes au Québec. On a des hôpitaux désuets qui ont besoin d'être restaurés, rénovés de façon urgente. La catastrophe s'applique, ferme des bureaux dans les régions, dans 5 villes de notre région. Nous, ce qu'on souhaite, évidemment, c'est que ce soit positif pour la région. Nous, on aimerait avoir des investissements et on aimerait être reconnus aussi à la hauteur de l'argent qu'on envoie au gouvernement. Donc, peu importe qui est en poste, c'est ce qu'on aimerait voir. Le cabinet du premier ministre n'a pas répondu à savoir si François Legault allait devenir le prochain ministre responsable de notre région et n'a pas réagi aux spéculations. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées. En nouveauté, le service de téléconsultation. Et à la question du jour, on vous demandait, êtes-vous favorable à l'idée que François Legault devienne le ministre responsable de la région? Et vous avez répondu non à 88%. Dans le même dossier, les jeunes péquistes de la région dénoncent aussi la décision de François Legault qu'ils jugent comme un affront pour les gens de la région. Et j'ai rencontré à ce sujet le président du comité régional du Parti québécois de l'Abitibi-Témiscamingue. Benjamin, François Legault a exclu la semaine dernière, vendredi dernier, Pierre Dufour du caucus de la CAQ en raison de ses exigences de vouloir un député à la table des ministres pour l'Abitibi-Témiscamingue. Le comité région des jeunes du PQ a dénoncé la situation, mais je veux vous l'entendre dire justement. Est-ce que selon vous, cette décision de François Legault a définitivement montré qu'il avait abandonné la région de l'Abitibi-Témiscamingue?
Moi, je pense que ça démontre clairement, comme tu le dis, qu'il y a du moins un manque total d'intérêt puis un abandon des gens d'Abitibi-Témiscamingue de la part de ce gouvernement-là. Ça fait depuis 2022 qu'on revendique haut et fort, là, moi je parle au niveau du Parti québécois d'Abitibi-Témiscamingue, mais ça fait depuis 2022, puis l'ensemble de la société ici en Abitibi-Témiscamingue, la société civile notamment, dénonce cette situation-là. Puis là, aujourd'hui, on nous dit, vous n'en aurez pas. Puis même là, on y va plus loin, on exclut l'un de vos députés. Fait que, tu sais, il y a cette situation-là qui nous fait dire, est-ce qu'il y en a dans les hautes décisions qui sont prises à Québec qui tiennent à cœur la région, puis qui tiennent à cœur les gens qui sont ici, puis nous, en réalité, nos enjeux qui nous touchent, c'est en Abitibi-Témiscamingue. En tout cas, je pense que c'est quand même unanime suite à cette décision-là, qu'on ne le sent pas, cette préoccupation-là. Mais reste tout de même que là, évidemment, qu'on spécule puisque le remaniement ministériel va avoir lieu mercredi, mais reste tout de même que la plupart des rumeurs envoient en fait que ce soit François Legault qui va être ministre responsable de la région, dans le sens ça n'envoie pas un bon message ça, que le premier ministre veuille s'occuper lui-même d'une région comme l'Abitibi-Témiscamingue. On en pense quoi de ça? Nous, on le dit, je pense que c'est un pansement qui est mal placé, faire ça. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, on voit le problème, on dénonce le problème en disant qu'il nous faut un ministre régional issu de la région, puis on pense qu'en mettant le pansement, c'est-à-dire sur la plaie, en mettant le pansement en disant que M. Legault prendra cette responsabilité-là de ministre régional, on pense que ça va régler le problème et ça va faire taire les voix. Non, ça ne règle pas le problème parce qu'on n'a pas écouté la demande initiale. La demande initiale, c'était d'avoir un ministre régional responsable de la région qui est issu de la région. C'est une demande qui est simple, qui est juste, qui est authentique, qui est en faveur des intérêts de la région. Donc, moi, je pense que c'est un pansement, et peut-être une nouvelle expression, mais c'est un pansement qui est mal placé et qui ne répond très certainement pas à la demande initiale qu'on a formulée, nous, le Parti québécois d'Abitibi-Témiscamingue et le Comité régional jeune d'Abitibi-Témiscamingue et l'ensemble, là, notamment là, de plusieurs acteurs en Abitibi-Témiscamingue. On peut notamment nommer la Conférence des préfets d'Abitibi-Témiscamingue. Mm-hmm. Mais reste tout de même que là, évidemment, qu'on veut quelqu'un qui est issu de la région. Mais là, comme on l'a pu voir, Pierre Dufour a été exclu. Daniel Bernard, en Rouyn-Noranda-Témiscamingue, habite maintenant l'Estrie. Madame Suzanne Blais n'a jamais publiquement dit vouloir occuper le poste de ministre responsable de la région. Est-ce que peut-être il y a un manque, selon toi, peut-être là, de crédibilité, en fait, de la députation régionale pour assumer ce type de poste-là? Dans le sens, est-ce que François Legault a réellement des options réelles en Abitibi-Témiscamingue dans les 3 députés qui sont là? Moi, je pense qu'en tout cas, on lui a donné 3 options. Il y a 3 options sur la table. À partir de là, ce qu'il en pense, c'est pas mon problème. C'est pas la chose dans laquelle je me défends aujourd'hui et que j'apporte comme point. Ça, c'est son problème à lui de regarder lequel il considère qui est le meilleur pour remplir cette fonction-là, entre guillemets. Cependant, nous, on réitère la demande. N'empêche qu'une personne qui vient d'ici connaît beaucoup plus les réalités qu'une personne qui est élue en Mauricie, qu'une personne qui est élue à l'Assomption et qui reste en majorité à Québec. Un propriétaire lance un cri du cœur à Rivière-Éva. Depuis un bon moment, certaines personnes s'amusent au tir de pigeons d'argile sur son terrain de gravière. L'explosion de ces cibles volantes entraîne la pollution du sable qu'il vend à plusieurs entreprises de la ville et des alentours. Un reportage de Zachary Desrosiers. Du sable de qualité, contaminé par des gens qui s'adonnent à du tir de pigeons d'argile ou d'autres cibles en vitre. C'est ce que dénonce le propriétaire de Forcier et Frères, Régent Forcier, qui exploite une gravière depuis 50 ans à Rivière-Éva. La situation menace ses activités. Toutes les années, c'est à revenir. Il y a des personnes qui veulent, se pratiquer au tir d'argile, pigeons d'argile. Fait que là, ils viennent dans les pits, là, puis ils tirent du pigeon d'argile, mais ils laissent tous les débris ici. Ça se fait pas, parce que nous autres, on veut livrer du sable à un client. On ne peut pas livrer ça avec des morceaux de pigeons d'argile. Le client ne veut pas avoir ça non plus, là. Ces déchets compromettent les ventes et occasionnent des pertes économiques car l'entrepreneur doit s'assurer que le sable soit nettoyé. Nous autres, sites, on fait du tamisage, on fait des produits finis, puis ça sert à l'assainissement des eaux partout. Et puis, nous autres, on essaie d'avoir des produits de qualité. On a des inspections pour répondre à des normes. Puis là, les autres, ils arrivent et ils font ça, là. C'est comme vraiment un manque de savoir-vivre. Puis nous autres, on ne peut pas commencer à ramasser ça un par un. Puis commencer avec les machineries, nettoyer ça, tamiser ça, c'est des frais supplémentaires. C'est dispendieux, les machineries.
En plus de la contamination, Régent Forcier s'inquiète de la sécurité de ses travailleurs. Les policiers étaient présents dans le banc, puis on a le droit de demander, on a dit ceux qui tirent du fusil ne devraient pas être ici ou qu'on travaille, c'est dangereux. Une balle par ricochet peut blesser quelqu'un, peut briser une machine. Puis ils nous ont répondu, bien, ils ont un droit légal d'être ici. Fait que si les policiers pensent de même, imaginez pas que la population va penser différent, là. Il souhaite que les amateurs de tir se tournent plutôt vers les sites sécuritaires tels que le champ de tir à Malartic, qui se situe à moins d'1 minute en auto de la Gravière. Pour les clients qui veulent avoir des produits, on va avoir des produits qui sont propres parce que si vous inspectez le terrain, ici, vous ne trouverez même pas un Kleenex à terre. Okay. On tient tout le plan propre, puis eux autres, ils viennent, puis ils salissent. Les jeunes, ils font des parties les fins de semaine, ils brûlent, ils font des feux, puis ils laissent le canne là, ils laissent les affaires là, puis ils s'en vont. C'est pas écologique pantoute. Avec l'arrivée de la saison de la chasse, Régent Forcier rappelle aux citoyens que son terrain n'est pas une zone de jeu et de plaisir, mais un lieu de travail essentiel pour l'économie locale. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Rivière-Éva. À Rouyn-Noranda, maintenant, le Bureau des enquêtes indépendantes se penche sur une opération policière survenue dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Un homme a été retrouvé mort dans sa résidence par des policiers de la Sûreté du Québec. Et ce qu'après qu'il ait reçu un appel plus tôt en soirée concernant cette personne qui tenait des propos inquiétants et qui aurait eu une arme à feu en sa possession. Selon les informations préliminaires que nous avons obtenues de la part du BEI, il s'agirait de blessures que l'individu se serait auto-infligées. L'enquête risque donc d'être conclue rapidement par l'organisation. Et toujours à Rouyn-Noranda, plus de 400 personnes ont défilé hier dans les rues de la ville pour exiger une meilleure qualité de l'air et dénoncer les rejets atmosphériques de la fonderie Horn. L'événement a été organisé par le mouvement citoyen Maire au front. Plusieurs prises de parole et des performances artistiques ont lieu pour exiger de Glencore d'en arriver à des émissions d'arsenic respectant la norme québécoise de 3 nanogrammes par mètre cube. Et on termine avec le CISAT qui rend gratuit l'accès au Wi-Fi dans tous les hôpitaux de la région, soit ceux de Rouyn-Noranda, La Sarre, Val-d'Or et Ville-Marie. Plus aucune information de paiement ne sera donc demandée aux visiteurs et médecins désirant l'accès à Internet sans fil. Ils doivent toutefois accepter certaines règles de sécurité. Les zones où peut être utilisé le Wi-Fi continuent d'être affichées dans les installations. Le CISAT avait ajouté ce service à ses hôpitaux il y a un peu plus de 2 ans, en 2023. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Après la pause, on va parler de notre soirée d'humour au Prospecteur à 19h30 avec Sarah Maud. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Tout l'été, les parcs de 15 municipalités différentes de la MRC d'Abitibi se sont animés lors de 16 spectacles culturels mettant en scène 30 artistes locaux. Plus de 800 personnes ont pu profiter d'un éventail d'événements gratuits. Cette initiative de 24 000 $ s'inscrivait dans le cadre de l'entente de développement culturel de la MRC d'Abitibi et de la ville d'Amos. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux ramasser ça, 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 on a ce qu'il faut. Location MSN de Val-d'Or, fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. Au culturel, Sarah Maud, on lèvera nos verres à l'humour ce soir au Prospecteur. C'est le grand retour des soirées d'humour. Au menu, de la bière, mais surtout des blagues bien brassées. Ce soir, 19h30, vous allez pouvoir découvrir 2 jeunes humoristes, Anthony Coursier et Jérémy Laliberté, et l'animateur, comme à l'habitude, Monsieur Radi. C'est un rendez-vous à partir de maintenant, à tous les 2e lundis du mois. Ça va être une soirée d'humour type classique de Comedy Club où je suis l'animateur et j'invite des humoristes de Montréal ou de la région à venir faire un numéro. Puis aujourd'hui et ce mois-ci pour la reprise, j'ai invité mes amis Anthony Coursier et Jay Laliberté. Puis c'est aussi ça le concept des soirées, c'est de venir travailler des numéros qu'on va jouer à un moment donné en été dans des galas comme ils ont fait cet été. C'est des numéros qui ont été travaillés toute l'année pour jouer au gala. Donc ces soirées-là, en région ou en dehors, elles sont vraiment géniales pour ça. Ouais.
Ce genre de spectacle-là, en fait, c'est l'occasion parfaite pour des jeunes humoristes de pratiquer soit du nouveau matériel ou encore essayer leurs meilleures blagues. Et disons que Jérémy et Anthony sont très enthousiastes et ont vraiment hâte de monter sur scène ce soir à Val-d'Or. Là, on arrive avec notre meilleur matériel. Moi, je viens pas souvent à Val-d'Or, fait que je fais tout ce que j'ai en banque, ce qui est le mieux. Oui. Moi, je fais un petit peu plus long ce soir, fait que je viens avec des numéros, carte de visite, si on peut le dire, mais je viens quand même travailler. On est à l'automne, fait que tu sais, là, c'est la fin des festivals, la fin des grosses soirées, fait que là, on vient travailler des nouvelles affaires, des nouvelles idées, des nouveaux numéros, mais rien de complètement neuf, là. Quand même, on sait qu'il y a du potentiel. Bon, Sarah Maud, passons maintenant du rire à la danse. Le club Gigus s'installe à Val-d'Or. Vos plus beaux souliers, on vous attend pour faire de la gigue traditionnelle québécoise. Que vous soyez débutant ou un peu plus avancé, tout le monde est la bienvenue. La cofondatrice et co-directrice du club Gigus confirme qu'il y a une réelle demande d'apprendre ce sport ici à Val-d'Or. C'est justement un peu à l'invitation du festival Trad de Val-d'Or qu'on a décidé de partir les cours du club Gigus. Ça prend aussi, c'est sûr, quelqu'un pour enseigner la gigue, pour qu'on puisse se mettre dans un milieu. Et là, on a la chance d'avoir Isabelle Gosselin, qui est une gigueuse et qui est là comme professeure pour le groupe. Donc oui, ça a été vraiment d'un intérêt des gens de Val-d'Or qu'on a décidé d'ouvrir un club Gigus là, parce qu'on est présent dans d'autres régions du Québec. Et depuis l'hiver, on est à Val-d'Or. L'activité se déroule au Centre de musique et de danse de Val-d'Or, juste derrière moi. Et le premier cours débute à 19h15. C'est le cours d'initiation, suivi du cours débutant intermédiaire à 19h45. Pour ceux et celles qui souhaitent venir apprendre la gigue, voici ce qui vous attend ce soir. En fait, même le premier cours, c'est un cours d'essai gratuit. Donc, on invite vraiment les gens à y aller pour essayer. On n'a pas besoin d'avoir une paire de souliers spécifiques ou quoi que ce soit. Des souliers confortables, on se rend là, puis Isabelle va vous montrer vraiment comment ça se passe, les rudiments de la gigue. C'est accessible à tout le monde. Le pas de base, la gigue, c'est le pas marché. C'est la marche. Donc, on part de là et puis après ça, on continue à apprendre. Ça crée un sentiment d'appartenance. C'est une activité sociale, hein? Fait que c'est sûr qu'on crée un beau groupe. Après ça, on a du plaisir, évidemment, beaucoup, beaucoup de fun. Puis les gens vont apprendre aussi à faire du rythme. Donc, c'est vraiment comme si on jouait du drum un petit peu la gigue, là. C'est vraiment une danse de percussion. Et en plus, c'est un excellent, excellent exercice cardio. Fait que les gens sont surpris quand même après avoir commencé à giguer. On saute, tu sais, dans la gigue, on a besoin d'un petit peu sauter. On y va évidemment selon les niveaux des personnes. Mais en plus, c'est un exercice cardio incroyable. Si vous voulez faire la session complète, c'est temps de s'inscrire dès maintenant au clubgigus.com. Sur ce, moi, je vais aller pratiquer mes petites stepettes et devenir la meilleure gigueuse en ville. Super! Ne gigue pas trop loin, on a besoin de toi à la météo. Le raid Témiscamingue battait son plein ce week-end. Pour l'occasion, des explorateurs de partout sur la planète s'étaient donné rendez-vous dans le sud de la région. Soyez avec nous au retour, on vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur l'événement sportif. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et au sport maintenant, la 4e édition du Raid Témiscamingue s'est conclue hier du côté de Lorrainville. Et Olivier, la région a connu de bonnes performances. Oui, absolument, Anthony. Les équipes qui compétitionnaient sur un parcours de 160 km répartis en 4 épreuves telles que du kayak, du canot, de la course et de l'escalade. Chez les hommes, ce sont 2 équipes de la région qui se sont partagées les 2 premières marches du podium. On parle d'une équipe d'Amos ainsi que d'une équipe du Témiscamingue. Et chez les femmes, c'est une équipe du Témiscamingue qui a monté de son côté sur la première marche du podium. Et du côté de la catégorie mixte, c'est l'équipe croate qui l'a emporté. Pour la préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, ces victoires sont très importantes pour la région et ça souligne beaucoup. Je vous laisse l'entendre. On le voit cette année, les équipes régionales deviennent de plus en plus fortes et de plus en plus performantes. C'est une équipe du Témiscamingue qui a remporté la première place sur le raid féminin et une équipe de l'Abitibi-Témiscamingue qui a remporté la première place, une équipe du Témiscamingue qui a remporté la seconde place. On le voit,
les raideurs du Témiscamingue deviennent aussi grands que le territoire dans lequel ils vivent, dans le territoire qu'ils habitent. Et ça, pour nous, c'est en soi une victoire pour tout le territoire. Et une fois que ça c'est dit, Olivier, l'organisation tire un bilan très positif de l'événement. Oui, absolument. On m'a mentionné du côté de la coordonnatrice là, cet après-midi qu'au niveau de l'engouement, ça a été très positif. Surtout, là, notamment au niveau du nombre d'équipes de la région qu'il y avait d'inscrits cette année. Sur la trentaine d'équipes, Anthony, cette année, il y en avait 12 uniquement de l'Abitibi-Témiscamingue. Je vous laisse écouter la coordonnatrice du raid d'Abitibi-Témiscamingue vous en dire plus à ce sujet. Le but du raid aventure, c'est aussi de se positionner comme endroit touristique pour l'aventure nature. Donc, clairement que l'Abitibi et le nord-est ontarien sont deux marchés très importants pour nous à conquérir. Donc, ce que je retiens, c'est oui, l'engouement pour la région pour participer, mais également toute la belle couverture médiatique qu'on a eue et les gens ici qui se mobilisent pour recevoir cet événement. Et en terminant, Anthony, l'édition à peine terminée, on travaille déjà à organiser la 5e édition l'an prochain. Des annonces devraient être faites sous peu à ce sujet. C'est donc à suivre. Merci beaucoup, Olivier. Et l'haltérophile Alex Bellemare s'illustre en aide. Celui qui est natif d'Abitibi-Ouest performait au championnat du Commonwealth le 29 août dernier. Ce dernier a soulevé une barre de 152 kg à l'arraché et de 184 kg à l'épaulé jeté pour un total de 336 kg, ce qui lui a valu une médaille de bronze dans sa catégorie. La prochaine compétition d'Alex Bellemare sera en octobre au championnat du monde de Ford en Norvège. Et on poursuit avec plus de 170 coureurs et marcheurs qui ont pris part à la 4e édition de la disco-course du club de patinage artistique de Macamic. Un demi-marathon était proposé pour la première fois aux participants désirant parcourir 21,1 km. Malgré le temps plus froid, l'organisation, oui, se dit très satisfaite de l'événement avec plusieurs records personnels réalisés par certains. Les fonds amassés grâce à la course permettront d'appuyer les activités du club de patinage artistique du secteur. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et la météo, Sarah Maud, il faudra garder les parapluies près de nous cette semaine. Effectivement, Anthony, Dame Nature est en train de jouer au yo-yo avec la température. Heureusement, quelques éclaircies sont attendues. Allons voir la météo pour ce soir et cette nuit partout en région. Ça va être nuageux avec un 30 % de probabilité d'averse. En Abitibi, minimum 8 degrés. Au Témiscamingue, minimum 10 degrés. Pour ce qui est de demain, maintenant, en Abitibi, c'est généralement nuageux avec un 60 % de probabilité d'averse, vent à 30 km/h avec rafale à 50, maximum 18 degrés. Au Témiscamingue, ça va être généralement ensoleillé avec des vents à 30 km/h, rafale à 50, maximum 21 degrés. Et allons voir maintenant un aperçu pour mercredi en Abitibi, pluie intermittente avec un maximum de 17 degrés. Et même chose pour le Témiscamingue, maximum 17 degrés, nuageux avec un...